Hello tout le monde! Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelle activité physique pour les personnes sensibles. Donc l'activité physique, c'est la deuxième technique en naturopathie après l'alimentation. Je vous ai fait une première vidéo sur l'alimentation adaptée aux personnes sensibles que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Ceci est la deuxième vidéo qui poursuit la série des vidéos adaptées à la haute sensibilité et elle porte sur l'activité physique et surtout le choix d'activité physique pour ces personnes qui ont une hypersensibilité nerveuse. Donc pour rappel, l'hypersensibilité, c'est mon dada, c'est ma spécialité en naturopathie ça correspond à des personnes qui ont, on va dire, une fatigabilité nerveuse avérée, un système nerveux hyper réactif et aussi, on va dire, un déséquilibre entre la récupération nerveuse et la dépense d'énergie. Et en termes d'activité physique, toute activité qui va fournir, puisqu'on est dans l'activité, on est dans la dépense, toute activité physique qui va nécessiter un effort au-delà de ce qu'on est capable de fournir, et toute activité qui va stimuler au-delà de ce qu'on est capable de recevoir, que ce soit au niveau stimuli sensoriel, stimuli moteur, peut faire basculer cet équilibre si fragile entre repos et activité. Donc, je vais commencer par vous parler des activités dites idéales pour les personnes sensibles ou hautement sensibles, puis je parlerai de comment les adapter, puis je parlerai des choses à éviter. En troisième partie, je parlerai de comment adapter peut-être ces activités par rapport à différents types de sensibilité quand on est un petit peu plus sensible de telle ou telle façon. Et enfin, je terminerai avec des activités un petit peu différentes pour les sensibles dits introvertis, qui sont, on va dire, 70% de la population sensible, et les sensibles dits extravertis, qui représentent à peu près 30% de la population sensible. Donc, concernant les activités à privilégier, il y en a plein, fort heureusement, mais on va devoir faire le tri de toute façon. Donc, on peut les regrouper en plusieurs catégories. Le tout, c'est que on va dire qu'il y a un équilibre entre le mouvement et l'apaisement qu'on en retire. Donc, le premier groupe, ça va être des activités qui sont quand même douces et régulatrices du système nerveux. On va retrouver la danse sans surprise, le yoga qui va agir sous tout plein d'aspects, au niveau postural, au niveau étirement, avec une profondeur, une introspection, avec un travail corporel, émotionnel, mental avéré. Tout ça dans la conscience, dans la lenteur, donc super adapté. On va retrouver aussi, sans tirer la couverture à moi, puisque je suis professeure de Qigong, le Qigong et le Tai Chi dans la même veine, c'est-à-dire des arts du corps qui s'adressent au corps, au cœur et à l'esprit. Donc là, le Qigong, on est vraiment dans le mouvement lent, conscient, et le fait de déplacer l'énergie, des énergies perverses au dehors et de ramener des énergies positives au dedans. Donc on est vraiment sur le corps, les émotions, les pensées, le souffle et la conscience. Et puis ça permet d'avoir un certain ancrage, une certaine présence qui régule, qui calme, qui apaise, qui nous assoit sur terre. On va retrouver aussi dans ce bouquet tout ce qui est renforcement musculaire doux, comme le pilate par exemple. On est dans une activité qui renforce, mais qui gaine, qui travaille la posture, qui travaille le souffle aussi, mais ça va être sans à-coups, sans choc. Ensuite, on pourra parler de toutes les activités en pleine nature, puisque pour quelqu'un d'hypersensible, c'est important d'aller faire des bains de nature pour se ressourcer, tout simplement parce que dans la nature, on va retrouver des stimuli, bien sûr qu'il y en a, mais ils vont être physiologiquement adaptés à notre nature intérieure, puisque nous sommes enfants de la nature. Donc le cuicui des oiseaux, le bruissement des feuilles ou le ressac des vagues vont être beaucoup plus agréables pour nous, reconnus intérieurement comme quelque chose qui nous appartient en fait depuis la nuit des temps, quelque chose de très ancestral, et ça va être beaucoup plus calmant, apaisant, reposant et ressourçant
que le bruit de la perceuse ou la musique très forte dans une salle de sport, par exemple. Donc, en pleine nature, on pourrait amener le yoga, on pourrait amener le qigong, le tai chi, on pourrait amener tout plein de disciplines. Mais une des premières activités physiques à laquelle on pense, c'est la randonnée douce ou éventuellement la marche consciente, méditative, où on va pouvoir adapter son rythme en fonction de son degré de fatigue, tout en bénéficiant de tous ces stimuli sensoriels naturels qui vont œuvrer vers plus de calme. On pourra aussi citer le vélo, alors pas le vélo intense, compétitif, mais le vélo tranquille dans la nature. Il a cette particularité, le vélo, d'induire un mouvement sans choc, pareil. Donc il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de choc, il y a cette fluidité qu'on retrouve du mouvement qui est très agréable, et pour des gens qui ont des troubles, certaines fois des troubles de mobilité, même des troubles de genoux, ça reste une super activité à prendre en compte. Et on a également la nage. Alors la nage en pleine nature, ça c'est le top, que ce soit à la mer, à l'océan, en rivière, en lac, peu importe. Il y a cette notion d'enveloppement, cette sensation d'enveloppement, oui, on revient à l'état océanique, hein, donc sécurisant, rassurant, la pesanteur, que demander de plus. Donc on est vraiment dans une activité qui est très gainante, qui est très cardio aussi, mais sans avoir le côté pesant, qui enlève littéralement tous les poids, quels qu'ils soient, physiques, émotionnels, mentaux, qui vide la tête. On dit qu'un bon bain de mer, ça réénergise et ça nettoie complètement. Si vous êtes stressé, allez faire un bon bain de mer et vous verrez, tout s'en va, quoi. On sort de là et c'est merveilleux. Mais on pourrait dire aussi qu'on peut pratiquer en intérieur, hein. Bon là on n'est plus dans le cadre de la nature, donc la natation ou l'aquagym douce, si tant est qu'il n'y ait pas une musique très très forte et qu'on ne soit pas dans un environnement hyper stimulant ou surstimulant. L'aquagym douce peut être hyper intéressante, peut-être dans le cadre d'une petite piscine privée. La natation aussi, pas forcément dans des grands complexes très bruyants. Et donc là, on va retrouver aussi le côté enveloppant, calmant, et puis l'aspect cardio et gainage musculaire sans impact, sans choc qu'on retrouve dans le vélo ou dans certaines activités douces comme le qigong par exemple. On va avoir ensuite les activités dites expressives, la danse. Tellement de personnes hautement sensibles adorent danser, c'est pas pour rien. On retrouve ce flow. Cette expression du mouvement, donc dans la danse libre par exemple, la danse libre, elle permet de raconter une histoire, d'exprimer quelque chose avec son corps, son cœur, son esprit, et de sortir des choses, de sortir des émotions. Je dirais même que le qigong se rapproche d'une forme de danse, même le tai chi, où on va exprimer avec le souffle et le mouvement du corps des choses qui ont besoin de sortir. Donc la danse libre exceptionnel, extraordinaire. À vous ensuite de moduler le niveau de musique, le fond sonore par rapport à votre capacité à pouvoir tout simplement gérer ce stimuli-là. Mais pensez que la danse, c'est quelque chose de fluide, de rond, qui n'a pas d'à-coup non plus et qui permet d'avoir un souffle rond, un mouvement rond et ininterrompu qui calme et qui apaise. Enfin, on pourra se tourner vers des méthodes de renforcement musculaire un petit peu peut-être plus soutenues, même si ça reste très modéré et lent. Mais pour les personnes qui ont besoin d'un petit peu plus, ça peut être la méthode Feldenkrais par exemple, ou la barre au sol par exemple. Mais toujours, on peut prendre n'importe quelle activité physique du moment qu'on la transpose en fait dans un environnement soit naturel, soit dans un environnement type petit studio ou petite piscine, au calme. Et on va retrouver un environnement qui va être adapté à nos limites sensorielles, motrices, physiologiques. Alors, qu'est-ce qui est à éviter ? Ce qui est à éviter, à part si vraiment vous avez une affinité pour ça, c'est tout ce qui va amener trop de surcharge sensorielle et donc faire basculer vers le stress, voire la fatigue,
voire la perte de motivation. Donc le stress, c'est quand l'énergie est trop forte, elle monte trop parce qu'il y a une surstimulation. La fatigue, c'est quand l'énergie est trop basse parce que physiquement on a trop donné ou mentalement on a été trop stimulé, donc à un moment donné ça crache. Et puis la perte de motivation, c'est quand on se retrouve peut-être face à des groupes ou face à des activités où on sent qu'il y a un décalage, on est en désaccord, on n'est pas aligné avec ce qui nous fait du bien et où on ne se sent pas à la hauteur, on se met à se comparer aux autres, ce qui est vraiment souvent le propre des personnes sensibles. Il y a souvent cette notion de « je me compare » et bien souvent à des gens à qui on ne devrait pas se comparer. Et donc ouais, la perte de motivation, il faut s'en méfier un petit peu parce que si le mental n'est pas engagé pleinement dans l'activité physique, le reste ne suivra pas. Alors, on va éviter la plupart du temps, je ne vais pas faire des généralités, mais les salles de sport, parce qu'en général, alors je parle des grosses salles de sport, elles sont hyper bruyantes et hyper lumineuses. Donc, ça va aller dans le sens d'une surstimulation sensorielle. Alors à part si on se met des œillères et des boules caisses, où on se met sa propre musique douce, mais c'est pas que ça, c'est pas juste les lumières vives, c'est pas juste le bruit, c'est aussi le mouvement qu'il y a autour. Souvent c'est ça, elles sont bondées de personnes, donc ça dépend de l'heure à laquelle vous y allez bien entendu, mais aux heures de pointe, juste le mouvement, même en mettant des boules caisses, des écouteurs ou en fermant les yeux et en étant dans son truc, on va avoir l'effet de foule qui stimule visuellement et qui épuise, qui fatigue. Et puis la foule, c'est aussi quelque part se confronter à une surstimulation sociale qui peut facilement épuiser les personnes hautement sensibles. Il y a plusieurs choses d'ailleurs. Il y a la stimulation sociale, on se sent obligé d'interagir avec les gens et on n'a pas forcément envie parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ça, surtout si on fait partie des 70% introvertis. Et puis après, il y a aussi le fait que la personne hautement sensible, elle capte les humeurs et les énergies de tout ce qu'il y a autour. Elle capte, sans même que la personne ait vraiment besoin de parler en face, elle capte l'intonation, le ton, le non-dit, la gestuelle, la corporelle, ce qui émane de la personne. Et donc, la personne sensible, par définition, elle est éponge, elle prend tout à l'intérieur d'elle. Donc, plus il y a de monde, plus on va se retrouver dans un scénario de surstimulation. Donc les salles bondées, bruyantes, hyper lumineuses, les cours collectifs où il y a trop de monde, trop de foule, trop de mouvement, et aussi les cours collectifs très intenses, comme le CrossFit par exemple, où l'intensité physique va amener trop de fatigue, puisque rappelez-vous, une personne sensible, elle fatigue de toute façon intérieurement parce qu'elle est plus branchée sur l'extérieur. Donc sans même trop faire d'efforts, elle se fatigue déjà, si elle ne se recharge pas bien entendu. Et donc forcément, la compétition, on va être... voilà, tout ce qui est cours collectif, on va pas être dans le bon. Tout ce qui est trop compétitif, c'est pas du tout l'esprit de la personne sensible. Alors elle peut être compétitive vis-à-vis d'elle-même, mais vis-à-vis des autres, encore une fois, là ça rajoute un degré de complexité. Et puis, on pourrait dire aussi éviter les environnements, on va dire... chaotique du style les courses urbaines, vous savez, dans la rue, les marathons, les semi-marathons, quand on va retrouver le trafic, les lumières, la foule, le mouvement, les objets qui se dépassent ou les véhicules qui se déplacent et qui ne sont pas prévus. Il y a aussi à éviter tout ce qui est sport un petit peu imprévisible, comme... les jeux de ballon, je pense aux jeux de ballon, les choses où le ballon va arriver très vite, très fort et on ne sait pas de quelle direction. Ça peut déstabiliser quelqu'un qui est sensible. Je pense par exemple au squash, mais ça peut être aussi du handball ou autre. Donc après, à vous de jauger, de voir qu'est-ce qui est tolérable pour vous, mais de vous poser les questions suivantes en fait. La première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'au sortir de cette activité et pendant cette activité, est-ce que je suis plus stressée ou est-ce que je suis plus apaisée? Ensuite, ça va être au sortir de cette activité ou pendant cette activité, est-ce que je suis plus fatiguée ou est-ce que je suis réénergisée positivement, que ce soit au niveau du corps, des émotions, des pensées? La troisième question qu'on peut se poser, c'est, suite à l'activité ou pendant l'activité,
est-ce que je suis démotivée parce que je me sens pas à la hauteur, je me compare aux autres, ou je me sens pas capable, ou je réfléchis trop, ou est-ce que je me sens remotivée, boostée, est-ce que le plaisir fait partie de la donne? Et la quatrième chose, c'est de se dire l'environnement de l'activité, il n'y a pas que l'activité, est-ce qu'il est doux, agréable et approprié par rapport à ma physiologie, qui est cette haute sensibilité. Alors, je vais vous parler maintenant de comment on peut orienter l'activité physique en fonction de, on va dire, différents types de sensibilité. On peut être sensible, mais particulièrement sensible sensoriellement. Ça veut dire sensible au bruit, aux odeurs, au goût, à l'aspect tactile, par exemple la clim dans certains environnements, ou la chaleur, et au visuel. Donc là, on va vraiment se tourner vers des endroits, on va dire, plutôt yoga dans un petit studio où il y a une lumière assez tamisée, on va dire, où il n'y a pas la clim à fond, où on va pas forcément être exposé trop à la chaleur non plus. On va éviter par exemple le Bikram yoga, je crois que c'est le Bikram qui est à 42 degrés dans la salle. On va avoir aussi un fond sonore relativement doux, agréable ou fluide. On va se tourner aussi vers des activités où le mouvement est continu, fluide et donc contrôlé, donc au niveau de la proprioception en fait, ça qui fait partie de la sensibilité sensorielle. Donc tout ce qui est qigong, tout ce qui est danse libre, ce genre de choses. On va privilégier les activités en pleine nature puisque, comme on l'a vu précédemment, la stimulation sensorielle est beaucoup plus proche de ce qu'on connaît physiologiquement depuis des siècles et qui est ancré en nous à travers notre lignée et nos gènes. Et puis, on pourra aussi se tourner vers la nage parce qu'il y a ce côté très enveloppant qui presque camoufle les sons. Une fois qu'on est dans l'eau, ça camoufle les sons, ça camoufle, au niveau tactile, c'est très doux, ça camoufle la pesanteur. Voilà, et donc on est au niveau visuel, on a aussi un autre champ de vision qui est un peu plus limité, mais qui peut être ouvert à ce qui se passe en dessous, submersif. Donc ça, ce serait les recommandations pour quelqu'un qui est hyper stimulé sensoriellement. Ensuite, on a certaines personnes qui sont stimulées plus émotionnellement, qui sont plus, l'accent émotionnel, éponge, je capte tout. Donc là, il y a deux choses à faire. Il y a exprimer les émotions qui sont en débordement, donc à travers la danse libre, à travers le qigong, ce genre d'activité où le mouvement est fluide et par le souffle, le geste et l'intention, on sort les choses. Ça peut être aussi des pratiques comme le yoga nidra ou le yin yoga où on est dans quelque chose qui travaille beaucoup sur l'émotionnel et sur la relaxation. Et après, on va nourrir son intérieur. Le yin yoga, le yoga nidra font partie de ça. On va nourrir son intérieur, mais ça peut être par de l'introspection qui passe par la marche méditative, par le qigong quand on fait de la visualisation, par le yoga nidra quand on fait de la visualisation, où on va vraiment prendre soin de ses émotions en intérieur et inviter des qualités positives à rentrer dans le corps au niveau émotionnel, des émotions positives, et à faire sortir tout ce qui est négatif. Moi, en qigong, en cours, toutes les saisons portent sur une émotion particulière. Là, en ce moment, c'est l'hiver, on travaille sur les peurs. Donc, à chaque souffle, on sort les peurs, qu'elles soient petites, grandes, existentielles ou juste passagères, qu'elles soient connues ou inconnues, dont l'origine est connue ou inconnue, qu'elles soient héritées d'une lignée, on sait que ça ne nous appartient pas vraiment, mais on a peur quand même. On souffle dehors par le geste ces émotions et on va inviter en retour sur l'inspire, par exemple, du courage, de la force intérieure, le guerrier intérieur, quelque chose qui remplit, qui redonne du peps, qui redonne de l'espoir, qui redonne une forme de résilience, de résistance. Et au sortir d'une activité comme ça, on aura bien travaillé la régulation émotionnelle. On pourrait aussi rajouter la nage, encore pour le côté enveloppant, qui est cocooning en fait, qui au niveau émotionnel nous rappelle l'état océanique dans le ventre de la maman. Et donc, il y a, que demande le peuple ?
Par contre, ce qu'on va éviter à tout prix, c'est les interactions avec, à travers l'activité physique, par exemple avec des coachs très intensifs, qui vont être très en demande et nous déstabiliser émotionnellement. Je veux dire, si la personne n'est pas sympa, ou même le professeur de l'activité physique n'est pas sympa, pas cool, eh ben, fuyez, quoi. Voilà, parce qu'une discipline, c'est la discipline, mais aussi le professeur. Voilà, les deux ensemble font que c'est un subtil mariage qui va nous attirer vers ou nous repousser. Et puis on va éviter aussi les activités physiques, on va se retrouver emmêlé dans les émotions des autres, puisque comme je disais tout à l'heure, on est éponge, donc ça peut être des randos avec des gens qui n'arrêtent pas de parler, et nous on va capter tout ce qu'ils ont à donner, donc voilà, choisissez bien peut-être des environnements plus intimes, la rando un peu plus seule ou un peu plus en petit comité. Enfin, on va avoir l'hypersensibilité environnementale, les gens qui sont hypersensibles au lieu dans lequel ils se trouvent, que ce soit urbain, nature, foule, etc. Donc là, sans rentrer dans les disciplines d'activité physique, je dirais privilégier la nature, l'extérieur ou les petits studios au calme ou les petites piscines au calme ou alors le grand large ou alors la pleine montagne, mais là on retrouve la nature toujours pour pouvoir vraiment mettre toutes les chances de votre côté au niveau environnemental pour que la pratique se déroule bien. Alors maintenant, je vais vous parler des différents types, on va dire, de sensibilité au niveau de relations sociales. On a une majorité de la population hautement sensible qui est introvertie, à peu près 70%. Mais, à travers les études, il est ressorti qu'il y avait quand même 30% de la population hautement sensible qui était extravertie. Et souvent, cette extraversion, elle vient d'un petit feu intérieur qui a besoin de relationnel, de se nourrir de ça, mais ça peut être aussi du conditionnement familial. Les 70% d'introvertis sont des gens, donc les deux partagent la haute sensibilité et l'épuisement rapide et l'hyperfatigabilité et le fait en général, se dépenser plus qu'ils ne se ressourcent. Mais, on va dire, et d'avoir un seuil de tolérance nerveuse qui est plus bas que la majorité de la population dite moins sensible. Les deux partagent ces caractéristiques, mais l'introverti, il va avoir besoin de se ressourcer seul. Il va vraiment avoir besoin de retrouver dans la solitude, dans le calme, un ressourcement profond. Les échanges, les interactions sociales, c'est un petit peu anxiogène pour lui ou ça induit une certaine fatigue, c'est un effort. Alors que l'extraverti, il va se sociabiliser un petit peu plus, ça reste modéré parce qu'il fatigue vite, il a un système nerveux quand même fragile, mais il a besoin quand même d'interactions sociales pour se ressourcer, se recharger. Donc, en général, ces interactions, elles sont choisies, c'est-à-dire que c'est en petit comité, c'est avec des groupes bien particuliers. On est sur une ambiance quand même qui est plutôt cool. C'est un peu la personne qui va avoir plusieurs bons amis, pas forcément la grande foule, mais qui a quand même besoin, qui ne va pas forcément se ressourcer seule. Donc, si on devait adapter les activités à ces deux types de sensibilité, au niveau introverti, on va pas citer, disons que je vais rappeler que c'est toutes les activités qu'on a vues au départ, c'est-à-dire le yoga doux, le qigong, le tai chi, la marche en pleine nature, la nage en pleine nature ou douce. Voilà, toutes ces activités du moment qu'il y a de la douceur, qui peuvent être vues des fois comme des activités dites individuelles, parce que même en qigong ou en yoga, on peut être dans un groupe, mais être dans une telle introspection que finalement on a l'impression d'être seul. Et puis après, pour l'extraverti, là, on peut se permettre un petit peu plus d'intensité, même si ça reste très, très, très modéré, parce qu'il y a ce besoin, ce feu intérieur qui a besoin d'échanger. Donc, par exemple, par le biais de la danse, sans être forcément que dans de la danse douce, on peut être peut-être dans une forme de la danse contemporaine, un peu plus expressive, ou alors du zumba doux. Ça peut être aussi des danses d'ancrage, comme je pense au longo,
quoique ça reste très doux, ou même de la danse africaine un peu yin, un peu féminine, pas forcément la danse africaine yang, masculine, quelque chose qui exprime en fait. Ensuite, on va retrouver toutes les autres activités, mais peut-être en petits groupes, voilà, où il y a un petit peu d'échanges verbaux, d'échanges d'énergie, donc la randonnée en petits groupes, ça peut être le pilate, le yoga, le qigong en petits groupes, l'aquagym en petits groupes, ce genre de choses. Donc à vous de voir jusqu'où vous voulez amener la dimension sociale et comment vous vous y adaptez. Et encore une fois, au sortir du cours, comment vous vous sentez et aussi comment vous vous sentez pendant, parce que souvent la personne hautement sensible elle analyse beaucoup pendant sur le moment et elle est capable de se dire non là ça va pas, ou là j'en fais trop, ou là je sais pas quoi dire, ou là elle réfléchit, on parle de métapensée, des pensées à propos de pensées. Elle réfléchit doublement. Alors qu'elle est en train d'avoir une interaction sociale, elle réfléchit en même temps à sa posture, sa façon d'être, sa façon de paraître, etc., etc. Donc, posez-vous la question, est-ce que l'interaction sociale, elle est fluide? Est-ce qu'elle est facile? Est-ce qu'elle est aisée? Est-ce que les sujets de conversation sont agréables, souples, sans on va dire, divergence d'opinion notable, excitation, conflit, ce genre de choses. Ou alors, au contraire, voilà, est-ce que c'est conflictuel? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des blancs, des silences qui nous mettent mal à l'aise? Est-ce que... Voilà, parce que la dimension sociale, elle régit vraiment l'aspect intro-extra, même au sein de l'activité physique. Alors, si on n'a qu'une heure de temps par semaine à dédier à l'activité physique, moi j'ai envie de vous dire en tant que naturopathe, c'est pas suffisant. Mais je sais que dans le monde moderne, souvent les gens ont très peu de temps pour eux. Normalement, on préconise 30 minutes d'activité physique par jour, ne serait-ce que de la marche rapide, pouvoir se déplacer d'un point A à un point B via la marche. Mais si vraiment on n'a qu'une heure par semaine, choisissez une séance bien pensée d'une heure parmi toutes les activités qui ont été décrites. Et ça va être pour les personnes qui ont besoin de concentrer, de condenser. Ou alors, vous pouvez opter sur le fait de saucissonner l'heure, donc 4 fois 15 minutes dans la semaine. Le lundi, c'est Qigong, le mercredi, c'est yoga, le vendredi, c'est la rando, et puis le dimanche, on va faire de la nage, quoi. Voilà, par exemple, ou de la danse. Donc, ça permet d'avoir une autre approche, plus de régularité, même si en termes quantitatifs, c'est peut-être pas suffisant au niveau physiologique pour être préventivement en bonne santé. Et puis pour avoir vraiment le bon renforcement musculaire et puis entretenir la souplesse des articulations, le cardio, etc. Bien transpirer, sortir toutes ces toxines. Mais bon, ça c'est la naturopathe qui parle en termes physiologiques. Vous avez le choix, voilà, soit de concentrer, soit de séparer. Et puis je dirais en guise de conclusion que l'activité physique c'est super, mais ça reste quand même une dépense d'énergie, et se rappeler bien que surtout chez les personnes sensibles, on doit toujours prendre soin de cet équilibre précieux sur la balance de si je dépense mon énergie, combien je la recharge. Il y a des personnes qui ne se posent pas la question parce qu'elles n'ont pas cette haute sensibilité. Les personnes sensibles l'ont, et bien souvent elles ont tendance à dépenser plus qu'elles ne se rechargent. Et le temps de repos, qu'on verra certainement dans une autre vidéo, le temps de repos est aussi important que le temps de dépense. On sait qu'une personne hautement sensible elle a besoin de 8 à 10 heures de repos, sommeil, calme, allongé par jour. C'est pas forcément nocturne, mais ça peut être aussi une petite sieste, moins de temps à la nuit avec une sieste ou un temps posé. Sans parler des temps méditatifs, des temps de ressourcement, d'introspection, donc où on est moins actif physiquement, mentalement et émotionnellement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, allez voir du côté de mes accompagnements en naturopathie. J'accompagne les personnes hautement sensibles qui ont tendance à charger un peu la mule et se retrouver dans des situations de dérégulation. Donc soit une énergie trop vive en stress, soit une énergie trop basse en fatigue, soit une perte de morale et de sens par rapport à ce monde globalement insensible.
Vous retrouverez tous ces accompagnements sur mon site internet mynaturel.fr. Et je vais poursuivre donc la série de vidéos sur la sensibilité au fil des petites techniques de la naturopathie. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.